Chapitre 4. Discussion avec Einstein sur des problèmes épistémologiques de la physique atomique. Lorsque j'ai été invité par l'éditeur de la série des philosophes vivants à écrire un article destiné au volume dans lequel les savants contemporains rendent honneur aux travaux d'Albert Einstein, qui marquent une époque dans les progrès des sciences de la nature, et où ils expriment la reconnaissance de toute notre génération pour les voies que son génie nous a tracées, j'ai pensé que beaucoup, le mieux serait d'expliquer combien je lui dois d'inspiration. Dans cette perspective, les occasions nombreuses où j'ai eu au cours des années le privilège de discuter avec Einstein des problèmes épistémologiques posés par le développement contemporain de la physique atomique se sont vivement rappelées à mon esprit et j'ai senti que je pourrais difficilement faire mieux que de rapporter ces discussions qui ont été pour moi un stimulant de la plus grande valeur. J'espère aussi que ce rapport peut montrer à de plus larges cercles le rôle essentiel du libre-échange des idées dans les progrès d'une science où de nouvelles expériences nous ont sans cesse obligés à reconsidérer nos conceptions. Dès le début, le point central du débat fut l'attitude à prendre devant l'abandon de certains des principes habituels de la philosophie de la nature, abandon caractéristique des développements nouveaux de la physique dont le point de départ en la première année de ce siècle fut la découverte par Planck du quantum universel d'action. Cette découverte a révélé dans les lois de la nature un aspect d'atomicité dépassant de loin la vieille doctrine de la divisibilité limitée de la matière. De fait, elle nous a appris que les théories classiques de la physique sont des idéalisations qui ne peuvent être appliquées sans ambiguïté, que dans la limite où toutes les actions mises en jeu sont grandes par rapport au quantum. La question débattue a été de savoir si le renoncement à un mode causal de description des processus atomiques qu'impliquaient les tentatives faites pour dominer la situation pouvait être regardé comme un écart momentané d'un idéal qui devait être finalement retrouvé, ou bien s'il s'agissait d'une étape irrévocable sur la voie de l'harmonisation entre l'analyse et la synthèse des phénomènes physiques. Pour décrire l'arrière-plan de nos discussions et faire ressortir aussi clairement que possible les arguments des deux points de vue opposés, il m'a paru nécessaire de rappeler avec quelques détails certains traits des progrès auxquels Einstein lui-même a contribué de façon si décisive. Comme il est bien connu, c'est la relation intime principalement élucidée par Boltzmann entre les lois de la thermodynamique et les régularités statistiques présentées par les systèmes mécaniques à très grand nombre de degrés de liberté qui a guidé Planck dans son analyse pénétrante du problème du rayonnement thermique et l'a conduit à sa découverte fondamentale. Alors que dans ses travaux, Planck se borna en général à des considérations d'un caractère essentiellement statistique et s'abstint de toute conclusion définitive sur la mesure dans laquelle l'existence du quantum impliquait un abandon des principes de la mécanique et de l'électrodynamique, la grande contribution originale d'Einstein à la théorie quantique 1905 fut justement de reconnaître comment des phénomènes physiques tels que l'effet photoélectrique, peuvent dépendre directement d'effets quantiques individuels. Dans les années mêmes où, développant sa théorie de la relativité, Einstein posait de nouvelles fondations de la physique, il explora avec l'esprit le plus hardi les nouveaux aspects atomiques qui débordaient du cadre de la physique classique. Avec une intuition infaillible, Einstein fut ainsi conduit pas à pas à la conclusion que tout processus de rayonnement comporte l'émission ou l'absorption de quanta individuels de lumière ou photons dont l'énergie et l'impulsion sont respectivement, formule 1, E égale h de nu et P égale h de sigma. H étant la constante de Planck, nu et sigma le nombre de vibrations par unité de temps et le nombre d'ondes par unité de longueur. Indépendamment de sa fertilité, l'idée même du photon impliquait un dilemme complètement insoupçonné. En effet, toute image corpusculaire simple du rayonnement est évidemment inconciliable avec les effets d'interférence, qui présentent un aspect si essentiel des phénomènes radiatifs et ne peuvent être décrits qu'à l'aide d'un schéma ondulatoire. L'acuité de ce dilemme est bien soulignée par le fait que les effets d'interférence offrent le seul moyen dont nous disposions pour définir les concepts de fréquence et de longueur d'onde qui entrent dans l'expression même de l'énergie et de l'impulsion du photon. Dans cette situation, il ne pouvait être question de tenter une analyse causale des phénomènes radiatifs, mais seulement par un usage combiné d'images opposées d'estimer les probabilités des divers processus individuels de rayonnement. Cependant, il est très important de se rendre compte que dans ces conditions, le recours à des lois de probabilité diffère essentiellement dans son but de l'application, qui nous est familière, de considérations statistiques comme moyen pratique de traiter des propriétés des systèmes mécaniques à structure très complexe.
En fait, nous n'avons pas affaire en physique quantique à des complications de cette sorte. C'est le cadre des concepts classiques qui est incapable de saisir les traits particuliers d'indivisibilité ou d'individualité qui caractérisent les processus élémentaires. La faillite des théories de la physique classique à rendre compte des phénomènes atomiques s'accentua encore avec le progrès de nos connaissances sur la structure des atomes. Par-dessus tout, la découverte par Rutherford du noyau atomique 1911 révéla aussitôt combien les concepts de la mécanique et de l'électromagnétisme classiques étaient impropres à exprimer la stabilité inhérente à l'atome. Là encore, la théorie quantique offrit le moyen d'éclaircir la situation. On découvrit notamment qu'il était possible de rendre compte de la stabilité atomique aussi bien que des lois empiriques qui gouvernent le spectre des éléments. En supposant que toute réaction de l'atome conduisant à une variation de son énergie comporte une transition complète entre deux états quantiques stationnaires. En particulier, le spectre est émis par un processus en palier, dans lequel chaque transition est accompagnée par l'émission d'un quantum de lumière monochromatique, dont l'énergie est justement égale à celle d'un photon d'Einstein. Ces idées, qui furent bientôt confirmées par les expériences de Frank et Hertz en 1914 sur l'excitation des spectres par impact d'électrons sur des atomes, comportaient une renonciation de plus au mode de description causale. Puisque l'interprétation des lois spectrales implique évidemment qu'un atome dans un état excité aura en général la possibilité d'opérer des transitions avec émission de photons vers l'un ou l'autre de ces états d'énergie plus basses. En fait, l'idée même d'état stationnaire est incompatible avec toute règle fixant un choix entre ces transitions et ne laisse place qu'à la notion de probabilité relative des processus individuels de transition. Pour évaluer ces probabilités, notre seul guide était le principe de correspondance dont l'origine avait été la recherche d'une connexion aussi étroite que possible entre la description statistique des processus atomiques et les conséquences de la théorie classique. Celle-ci doit être valable à la limite lorsque toutes les actions mises en jeu à tous les stades de l'analyse du phénomène sont grandes par rapport au quantum universel. À cette époque, n'était en vue aucune théorie quantique générale et non contradictoire, mais on peut illustrer l'attitude qui prévalait alors par le passage suivant d'une conférence prononcée par l'auteur en 1913. J'espère que je me suis exprimé assez clairement pour que vous puissiez apprécier à quel point ces considérations entrent en conflit avec le schéma conceptuel d'une logique admirable que l'on a appelée à bon droit la théorie classique de l'électrodynamique. D'autre part, j'ai essayé de vous communiquer l'impression que justement par une analyse plus poussée de ce conflit, il serait possible avec le temps d'établir également entre les idées nouvelles une certaine cohérence. Un progrès important dans le développement de la théorie quantique fut fait par Einstein lui-même et son célèbre article sur l'équilibre radiatif écrit en 1917. Il y montrait que la loi du rayonnement thermique de Planck pouvait être simplement déduite d'hypothèses conformes aux idées fondamentales de la théorie quantique sur la constitution de l'atome. Dans ce but, Einstein formula les règles statistiques générales gouvernant l'apparition des transitions radiatives entre états stationnaires. Il admit non seulement qu'un atome exposé à un champ de rayonnement est le siège de processus d'absorption et d'émission dont la probabilité par unité de temps est proportionnelle à l'intensité de l'irradiation, mais aussi qu'en l'absence même de perturbations externes, des processus d'émission spontanée se produisent avec une vitesse correspondant à une certaine probabilité a priori. À ce propos, Einstein souligna de la façon la plus suggestive le caractère fondamental de la description statistique en attirant l'attention sur l'analogie qui existe entre les hypothèses relatives à l'apparition des transitions radiatives spontanées et les lois bien connues qui gouvernent les transformations des substances radioactives. Dans un examen approfondi des conditions posées par la thermodynamique au problème de rayonnement, Einstein précisa encore le dilemme en soulignant un fait impliqué dans le raisonnement, que tout processus de rayonnement doit être dirigé en ce sens que non seulement un photon représente une impulsion dirigée dans le sens de la propagation et transférée à un atome au cours du processus d'absorption, mais encore que l'atome émetteur doit recevoir une impulsion équivalente en direction opposée, bien que dans la représentation ondulatoire il ne puisse être question de préférence pour aucune direction privilégiée lors d'un processus d'émission. L'attitude d'Einstein lui-même devant les conclusions aussi frappantes est exprimée par un passage de la fin de son article, que l'on peut traduire ainsi. Ces aspects des processus élémentaires sembleraient rendre presque inévitable le développement d'une théorie proprement quantique du rayonnement. Sa faiblesse réside dans ce qu'elle ne nous offre pas de connexion plus étroite avec les concepts ondulatoires et que, d'autre part, elle laisse au hasard l'instant et la direction des processus élémentaires. Je crois néanmoins en toute confiance que nous sommes sur la bonne voie.
Lorsque j'eus le grand bonheur de rencontrer Einstein pour la première fois au cours d'une visite à Berlin en 1920, ces questions fondamentales formèrent le thème de nos conversations. Ces discussions auxquelles mes pensées sont souvent revenues ajoutèrent à toute mon admiration pour Einstein l'impression profonde de son absence totale d'idées préconçues. Certainement, sa prédilection pour des expressions pittoresques telles que des ondes fantômes qui guident les photons n'impliquait aucune tendance au mysticisme, mais révélait plutôt un humour profond sous ses remarques pénétrantes. Cependant, il subsistait certaines différences dans nos attitudes et nos tendances, car, sachant magistralement coordonner des expériences contradictoires en apparence, sans abandonner ni la continuité ni la causalité, Einstein hésitait à renoncer à cet idéal, peut-être plus qu'un homme pour qui cette renonciation apparaissait comme la seule voie permettant d'accomplir la tâche immédiate, de coordonner les multiples données expérimentales que l'exploration du domaine atomique accumulait jour après jour. Dans les années qui suivirent et durant lesquelles les problèmes atomiques attirèrent l'attention de cercles rapidement croissants de physiciens, les contradictions apparentes à l'intérieur de la théorie quantique furent ressenties de façon toujours plus aiguë. La discussion que provoqua la découverte de l'effet Stern-Gerlach en 1922 illustre bien cette situation. Cet effet fournissait en effet une confirmation frappante de l'idée d'état stationnaire et en particulier de la théorie quantique que Sommerfeld avait donnée de l'effet Zeeman. D'autre part, comme l'exposèrent si clairement Einstein et Ehrenfest, il opposait des difficultés insurmontables à toute tentative de construire une représentation du comportement des atomes dans un champ magnétique. La découverte par Compton 1924 de la variation de longueur d'onde qui accompagne la diffusion des rayons X par les électrons souleva des paradoxes analogues. Comme on le sait, ce phénomène apportait une preuve tout à fait directe de la justesse des vues d'Einstein sur le transfert d'énergie et d'impulsion dans les processus radiatifs. En même temps, il était également clair qu'aucune image simple de collision corpusculaire ne pouvait offrir une description complète du phénomène. Sous le coup de ces difficultés, on alla jusqu'à douter pendant un certain temps de la conservation de l'énergie et de l'impulsion dans les processus individuels de rayonnement. Mais cette hypothèse dut être rapidement abandonnée à la suite d'expériences plus raffinées qui mirent en évidence la corrélation entre la déflexion du photon et le recul correspondant de l'électron. La voie vers la clarification de cette situation devait en fait être tracée au préalable par le développement d'une théorie quantique plus générale. Le premier pas dans cette direction fut fait en 1925, quand Louis de Broglie reconnut que la dualité onde-corpuscule ne se restreignait pas aux propriétés du rayonnement, mais qu'on ne pouvait l'éviter si l'on voulait comprendre le comportement des particules matérielles. Broglie. Cette idée, qui fut bientôt confirmée de façon convaincante par des expériences sur les phénomènes d'interférence des électrons, fut aussitôt accueillie par Einstein qui avait déjà envisagé la profonde analogie entre les propriétés du rayonnement thermique et celles des gaz dans l'état dit dégénéré. Cette nouvelle ligne de pensée fut suivie avec le plus grand succès par Schrödinger 1926, qui montra en particulier comment les états stationnaires des systèmes atomiques peuvent être représentés par les solutions propres d'une équation d'onde qu'il fut amené à établir par l'analogie formelle qu'avait naguère établie Hamilton entre les problèmes de la mécanique et de l'optique. Cependant, les aspects paradoxaux de la théorie quantique n'étaient nullement atténués, mais plutôt accentués par l'apparente contradiction entre les exigences du principe général de superposition, base de la description ondulatoire, et les traits d'individualité des processus atomiques. À la même époque, Heisenberg, 1925, avait posé les fondements d'une mécanique quantique rationnelle que développèrent rapidement d'importantes contributions de Born, Jordan et Dirac. Dans cette théorie, on introduit un formalisme où les variables cinématiques et dynamiques de la mécanique classique sont remplacées par des symboles soumis à une algèbre non commutative. Bien qu'on renonce à l'image des orbites, les équations canoniques de la mécanique de Hamilton ne sont pas modifiées et la constante de Planck n'entre que dans les règles de communication. Formule 2. Q de P moins P de Q égale racine carrée de moins 1 par H sur 2pi. Valable pour tout couple de variations conjuguées, Q et pi, grâce à une représentation de ces symboles par des matrices dont les éléments se réfèrent à des transitions entre états stationnaires, il fut possible pour la première fois de formuler quantitativement le principe de correspondance.
On peut rappeler ici qu'une étape préliminaire importante fut faite dans cette direction lorsque fut développée, surtout grâce aux contributions de Kramers, une théorie quantique de la dispersion fondée sur les règles générales qu'avait énoncées Einstein pour les probabilités des processus d'absorption et d'émission. Peu de temps après, Schrödinger prouva que les conséquences de ce formalisme de la mécanique quantique étaient identiques à celles qu'on obtenait par les méthodes de la théorie ondulatoire, souvent mathématiquement plus pratiques. Dans les années qui suivirent, furent établies graduellement les méthodes générales d'une description essentiellement statistique des processus atomiques, combinant les traits d'individualité et les exigences du principe de superposition qui caractérisent à titre égal la théorie quantique. Parmi les nombreuses découvertes de cette période, rappelons surtout que le formalisme se montre incapable d'englober le principe d'exclusion qui gouverne les états des systèmes à plusieurs électrons et qu'avant l'avènement de la mécanique quantique, Pauli avait déjà déduit de l'analyse des spectres. Tant de données empiriques expliquées quantitativement ne permettaient plus de douter que le formalisme de la mécanique quantique ne fût fécond et bien adapté aux faits, mais son caractère abstrait engendrant un sentiment de malaise largement répandu. Pour clarifier la situation, il fallait discuter en profondeur le problème même de l'observation en physique atomique. Cette phase du développement fut, comme on le sait, inaugurée en 1927 par Heisenberg. Il établit que la connaissance que l'on peut avoir de l'état d'un système atomique doit toujours comporter une indétermination particulière. Ainsi, toute mesure de la position d'un électron à l'aide d'un appareil quelconque, par exemple un microscope faisant usage de rayonnement à haute fréquence, devra, selon les relations fondamentales, être accompagnée d'un échange d'impulsions entre l'électron et l'appareil de mesure, échange d'autant plus grand que la précision désirée sur la position sera plus grande. On compara ces considérations avec les exigences du formalisme de la mécanique quantique et Heisenberg montra que la règle de commutation impose une limitation réciproque à la fixation de deux variables conjuguées, Q et pi, limitation exprimée par la relation. Formule 3, delta de Q fois delta de P environ est égal à H, où delta de P et delta de Q sont des incertitudes convenablement définies dans la détermination de ces variables. En marquant la connexion intime entre la description statistique de la mécanique quantique et les possibilités de mesure effectives, cette relation d'incertitude joue, comme le montra Heisenberg, un rôle essentiel dans l'élucidation des paradoxes qu'implique toute tentative d'analyse d'effets quantiques à l'aide des images physiques habituelles. Ce nouveau progrès de la physique atomique fut commenté sous divers angles au Congrès international de physique tenu en septembre 1927 à Comme, en commémoration de Volta. Dans une conférence faite à cette occasion, je défendis un point de vue que l'on peut définir par le concept de complémentarité et qui permet de rendre compte des traits d'individualité caractéristiques des phénomènes quantiques et de clarifier en même temps les particularités du problème de l'observation en ce domaine de l'expérience. Dans ce but, il importe de façon décisive de reconnaître que, d'aussi loin que les phénomènes puissent transcender la portée des explications de la physique classique, la description de tous les résultats d'expérience doit être exprimée en termes classiques. La raison en est simple. Par le mot d'expérience, nous nous référons à une situation où nous pouvons dire à d'autres hommes ce que nous avons fait et ce que nous avons appris. Il en résulte que la description du dispositif expérimental et des résultats des observations doit être exprimée en un langage dénué d'ambiguïté, se servant convenablement de la terminologie de la physique classique. Ce point crucial, qui devait devenir un des thèmes principaux des discussions rapportées plus bas, implique l'impossibilité de toute séparation nette entre le comportement des objets atomiques et leur interaction avec les instruments de mesure servant à définir les conditions sous lesquelles le phénomène se manifeste. En fait, tout essai de subdivision du phénomène exigera un changement du dispositif expérimental qui introduira entre les objets et les instruments de mesure de nouvelles possibilités d'interaction non contrôlables en principe. C'est cette circonstance qui donne son expression à l'individualité des effets quantiques typiques. Par conséquent, les résultats obtenus dans des conditions expérimentales différentes ne peuvent être englobés en une seule représentation, mais doivent être considérés comme complémentaires, en ce sens que seule la totalité des phénomènes épuise l'information possible sur les objets. Dans ces circonstances, l'attribution de qualités physiques habituelles aux objets atomiques comporte un élément d'ambiguïté essentiel. C'est ce que montre immédiatement le dilemme des propriétés corpusculaires et ondulatoires qui se réfèrent chacune à un aspect fondamental de l'évidence empirique. Un autre exemple qui illustre bien comment les paradoxes apparents sont levés par l'examen des conditions expérimentales où apparaissent les phénomènes complémentaires est également fourni par l'effet Compton dont la description cohérente nous fait d'abord présenter de si grandes difficultés. Tout dispositif adapté à l'étude de l'échange d'énergie et d'impulsion
entre l'électron et le photon doit comporter dans la description spatio-temporelle de l'interaction une latitude suffisante pour que soit bien défini le nombre d'ondes et la fréquence qui entrent dans la relation 1. Réciproquement, à cause de l'inévitable interaction avec les règles et les horloges fixes, qui constituent le cadre de référence spatio-temporelle, tout essai de localisation plus exacte de la collision entre le photon et l'électron exclurait la détermination précise du bilan d'énergie et d'impulsion.